Moi, c'est la première fois que je viens dans cet amphi. J'ai longtemps espéré qu'on ait pu le construire pour que je puisse faire ma dernière proclamation ici, mais malheureusement, comme souvent, ça a pris du retard. Donc, je vais essayer de me modérer tout seul puisque je fais partie des modérateurs, mais je compte sur Nadine pour tempérer mon enthousiasme si je devenais trop long. Alors, voilà le thème. On trouvait qu'il était utile de reparler des glucocorticoïdes et vous verrez notamment l'exposé de Frédéric van der Geen sur ce sujet associé à la Covid. Mais il me paraissait utile de revenir sur un certain nombre de points concernant les glucocorticoïdes systémiques. Je n'ai aucun conflit d'intérêt particulier, si ce n'est que, comme beaucoup d'internistes, on prescrit beaucoup de médrol, mais à part ça, il n'y a pas de conflit d'intérêt direct avec la firme. Alors voilà un petit peu ce que je vous propose comme plan, un bref historique, reparler des équivalences de doses, revoir un certain nombre d'effets secondaires et surtout, et je pense que ça va être à mon sens un des messages principaux, apprendre à identifier l'insuffisance surrénalienne secondaire que vous savez sous-estimée chez des patients qui sont traités par glucocorticoïdes au long cours et revoir également les modalités actuelles de substitution parce que ça a changé par rapport à ce qui était connu précédemment. Alors, un très bref historique. Thomas Addison, 1855, il décrit la maladie. Un autre grand de la médecine, William Osler, et vous voyez, il y a une quarantaine d'années qui passent où il va traiter 6 patients addisoniens avec des extraits de la corticosurrénale. Un paquet d'années plus tard, Kendall caractérise la structure chimique de la cortisone et c'est en 1949 qu'il y a la première administration de ce dérivé chimique dans une maladie inflammatoire qui est l'arthrite rhumatoïde. Et donc, quand on pense maintenant, un certain nombre de personnes qui doutent du vaccin en disant tout ça a été trop vite, quand vous voyez à l'époque, ça n'a pas été très vite, et je reste toujours émerveillé par la vitesse actuelle de la progression de la science, et tout ça explique qu'il y a eu un prix Nobel en 1950 pour le trio qui avait contribué à la définition de la structure de la molécule et à sa synthèse. Alors, faible ou forte dose, c'est quoi en termes de définition? Vous voyez ici, ce n'est pas des nouveautés 2021, on remonte à des vieux papiers, ça n'a pas été revisité récemment concernant cette nomenclature. Il faut savoir qu'il y a 2 types d'effets des glucocorticoïdes. Les plus classiques, ce sont des récepteurs qui se retrouvent au niveau cytosolique et avec un effet qui est non immédiat. Ça va engager une série de voies, notamment anti-inflammatoires. Et à côté de ça, sur la droite, des effets non génomiques qui sont moins connus, mais dont l'action est beaucoup plus rapide. Et c'est ce qu'on va pouvoir observer à grosse dose, notamment lorsque on injecte des pulses de glucocorticoïdes. Et ces effets-là sont vraiment immédiats. Et donc, les premiers éléments de comparaison, d'efficacité, de force des glucocorticoïdes remontent déjà à des anciens papiers. On peut se concentrer sur ce qu'on connaît mieux, la prénisone, la prénisolone et la méthylprénisolone. Et vous voyez qu'il y a un rapport de force de 4 à 5. Donc, la méthylprénisolone est 20% plus efficace que la prénisolone. En ce qui concerne les effets non génomiques, alors là, vous voyez que la différence devient plus substantielle, puisque la méthylprénisolone, notamment quand on injecte à forte dose, va avoir un rapport de puissance beaucoup plus important que la prénisolone, expliquant d'ailleurs que c'est plutôt cette molécule-là qui est utilisée lorsqu'on souhaite avoir des effets rapides et immédiats. Alors, comment se développent ces différents effets? Vous voyez qu'en fait, à dose faible, et la dose faible, on la considère en dessous de 7,5 mg de prénisolone, vous voyez qu'il y a progressivement une augmentation des effets génomiques. À dose plus forte, on voit que commencent à se développer des effets non génomiques, et lorsqu'on se retrouve, par exemple, avec des situations que vous ne connaissez pas directement en médecine de première ligne, lorsqu'on fait des pulse thérapies avec 250, 500 mg, voire 1 g de méthylprénisolone, vous voyez que les effets génomiques
eh bien, on ne recrute plus rien du tout. On est à un plateau. Par contre, on se retrouve avec des effets non génomiques beaucoup plus puissants. J'ai repris ici dans un tableau ce qu'on appelle dose faible et dose forte, et il me paraissait utile de remettre l'équivalence avec la molécule qu'on utilise quand même le plus, à savoir la méthylprénisolone sous forme de médrol. Dose faible, 7,5 équivalent à 6, 7,5 à 30 pour des doses moyennes, 6 mais en dessous de 24, dose forte entre 30 et 100, soit 24 mg de méthylprénisolone. On peut retenir, je dirais, ce niveau seuil pour se dire, attention, quand on commence à administrer ce type-là de dose, a fortiori si c'est pour une durée longue, eh bien, on se retrouve avec des doses qui sont considérées comme fortes. Petite remarque sur laquelle je reviendrai un peu plus loin dans l'exposé. Vous voyez que la dose faible est considérée de 6 à 6 mg, ce qui équivaut à 30 mg d'hydrocortisone et ce qui était considéré auparavant comme étant une dose de substitution habituelle en cas d'insuffisance surrénalienne. On est en train de revoir cela et c'est probablement beaucoup trop, j'en dirai un mot. Et donc finalement, et ça n'a pas été revu, donc commentaire non publié de l'auteur, il faudrait considérer des doses faibles plutôt de l'ordre de 4 mg que de 6 mg. Revoici un petit peu le tableau que vous connaissez bien entendu. Certains points, je les ai déjà mentionnés. Je voudrais insister plus sur cette dia-ci à la durée de vie. L'hydrocortisone, durée de vie courte, ce qui nécessite lorsqu'on administre 2 ou 3 prises par jour. Prénisone, méthylprénisolone, une durée d'action de 16 à 36 heures. Attention, dans la vie de tous les jours, pour la grande majorité des patients, c'est moins de 24 heures. Autrement dit, le matin avant la prise, il n'y a plus grand-chose comme méthylprénisolone qui circule et les surrénales sont encore inhibées. Donc on passe quand même par un petit état très transitoire d'insuffisance surrénalienne qui n'a pas de conséquences cliniques. Enfin, la dexaméthasone, là, la durée de vie est beaucoup plus longue. Là, il n'y a pas de souci, ça couvre largement 24 heures. Un des avantages de ce type-là de molécule, c'est qu'elle n'a pas d'action minéralocorticoïde. Vous voyez d'ailleurs que la méthylprénisolone a une action minéralocorticoïde moins importante que la prénisone, et donc c'est aussi un avantage d'utiliser ce type-là de molécule par rapport à la rétention sodée qui pourrait, dans certains cas, être non souhaitée. Alors, les effets secondaires revisités, j'ai pas mal apprécié ce papier dont on parle peut-être trop peu. Et en fait, il s'agit d'une étude qui avait comme objectif de demander aux patients ce qu'ils ressentaient comme effet de la corticothérapie, et puis de comparer cela à la dose et à l'examen clinique du médecin. Il s'agissait de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, non sélectionnés, environ 1 millier de patients. Donc la clinique et le traitement étaient rapportés par le médecin, les symptômes au cours des 6 mois rapportés par le patient. Et les doses de corticoïdes au cours des 6 derniers mois étaient soit un groupe à moins de 5 mg de prénisone, soit 5 à 7,5, soit au-delà de 7,5, avec un groupe témoin qui n'avait pas reçu de corticoïdes depuis 12 mois. Alors vous voyez, en fait, il y a 2 grands types d'effets secondaires qui peuvent survenir. Certains, comme les ecchymoses faciles, vous voyez que ça débute tôt et ça progresse au prorata de la dose. Ça, c'est votre expérience au quotidien de cet effet secondaire, qui n'est pas vital, mais qui est quand même fortement gênant et dont les patients se plaignent régulièrement. Et à côté de ça, il y a des effets secondaires qui nécessitent d'atteindre un certain seuil. L'hypertension oculaire, donc le développement d'un glaucome induit par les glucocorticoïdes, effectivement ne va pas survenir à faible dose, va survenir avec un seuil plus élevé. C'est intéressant d'ailleurs, on reviendra sur la cataracte. Donc voilà 2 effets secondaires des glucocorticoïdes. La cataracte survient très rapidement avec un effet linéaire, alors que l'hypertension oculaire ne survient qu'à partir d'un certain seuil. Alors j'ai remodifié le tableau parce que je le trouvais plus expressif pour une présentation de ce papier, où vous voyez différents effets secondaires qu'ont rapportés les patients, et il s'agit dans ces cas-là tous d'effets secondaires linéaires, donc qui progressent avec la dose, et donc pour lesquels on a intérêt, si on veut les éviter, à donner la dose la plus faible
possibles. L'aspect cushingoïde, les ecchymoses, des œdèmes, la survenue de mycoses, vous voyez que ce n'est quand même pas fréquent, et l'atrophie cutanée sur lequel on reviendra et qui est également un effet secondaire embêtant. En ce qui concerne les effets seuil, la cataracte que j'évoquais qui apparaît pour des doses très faibles, d'ailleurs, comme vous le savez, qui apparaît également lorsque on est dans des situations où on administre localement des glucocorticoïdes. Un effet seuil un petit peu plus élevé, entre 5 et 7,5 pour les saignements de nez et les gains de poids. Et enfin, pour des seuils plus élevés, on retrouve les troubles neuropsychiatriques plutôt de type dépressif, encore une fois le glaucome et l'hypertension artérielle. Alors, je ne vais pas refaire le détail, mais on s'est repris d'ailleurs dans les notes publiées que vous avez, pour insister sur certains des éléments. Complications métaboliques, l'hypokaliémie, elle est plus le reflet de transfert transmembranaire qu'une réelle perte de potassium au niveau urinaire, en particulier avec les molécules qu'on utilise, puisque, comme vous l'avez dit, l'effet minéralocorticoïde est faible. Le diabète est un élément qui pose problème. Et donc, dans ce papier assez récent, on s'est intéressé à l'hyperglycémie induite par les glucocorticoïdes et avec une série de recommandations. Je pense qu'un des points les plus importants est de considérer quels sont les facteurs de risque principaux. Bien sûr, la dose et la durée de traitement et le type de corticoïde, la corticothérapie continue, bien entendu, l'âge et le surpoids. Et on peut identifier ainsi des groupes à risque, l'historique d'un diabète gestationnel, un diabète dans la famille, une glycémie à jeun supranormale, voire déjà une intolérance glucidique, mais également des traitements associés. J'aurai l'occasion de revenir sur certains éléments d'interaction médicamenteuse avec la méthylprénisolone. Et alors, on peut se trouver donc dans une situation, il faut être attentif particulièrement par rapport à ces groupes à risque, dans une situation où la glycémie à jeun serait soit inférieure à 200, soit supérieure ou égale à 200 mg par décilitre. Il y a différents algorithmes. Celui-ci, je le trouvais intéressant. On est dans une situation où il n'y a pas de diabète préalable, c'est des faibles doses de corticoïdes. Eh bien, en fait, on a à appliquer un traitement qui est branché sur le traitement du diabète de type 2 que vous connaissez, avec les différentes molécules à adapter, comme vous le savez maintenant, en fonction des comorbidités, en particulier cardiovasculaires ou rénales. Si maintenant on se trouve d'emblée avec une glycémie à jeun supérieure à 200 mg, ou que, en dépit du traitement oral, on se retrouve avec des glycémies à jeun supérieures à 200 mg par décilitre, à ce moment-là, il y a le passage à l'insuline qui est nécessaire. Je ne vais peut-être pas trop insister sur ce point. C'est peut-être l'élément frontière où le recours éventuellement à un moment donné à un endocrinologue pourrait être nécessaire, avec deux schémas, le schéma prandial habituel, avec la détermination d'une escalade de dose. Ce n'est pas vraiment le sujet ici, ou alors en fonction de la modalité de la corticothérapie, soit une dose unique, soit des doses multiples, et dans ces cas-là, l'utilisation soit d'une insuline lente, soit d'un mélange insulinique. Si la glycémie persiste au-dessus de 200, eh bien c'est l'escalade habituelle, en laissant quand même des paliers de quelques jours avant d'augmenter la dose par palier de 20%. L'atteinte cutanée est une atteinte dans la pratique quotidienne quand même préoccupante. J'ai parlé des ecchymoses. L'acné concerne plus les sujets jeunes en termes d'effets secondaires, mais ça peut être quand même fort embêtant. Et l'atrophie cutanée fait partie, moi, dans la pratique de tous les jours, ce que je redoute, c'est l'atteinte musculaire, les gens qui ne savent plus se lever de leur chaise, et l'atteinte cutanée qui les embarrasse quand même fortement. Alors en fait, pas grand-chose de nouveau par rapport à ça, quoique, et je ne vais pas trop insister pour rentrer dans les détails de ces mécanismes, mais il y a des articles qui montrent que la rapamycine, qui est un agent particulier qui interfère sur des voies métaboliques de la formation notamment du collagène, mais d'autres choses également, eh bien, c'est montré utile par rapport à l'atrophie cutanée liée à l'âge. Et donc, vous voyez ici, sur la gauche, une crème placebo, sur la droite, une crème de rapamycine.
et ils ont mis une coloration par rapport au collagène. Et c'est ce collagène-là qui, lorsqu'il disparaît sous l'effet des glucocorticoïdes, qui va contribuer à l'atrophie cutanée. Et vous voyez clairement que ce traitement-là maintient ce collagène. D'ailleurs, l'épaisseur de la peau est également plus importante par rapport au placebo. Et ceci est très significatif. Et ça, c'est l'atrophie du sujet âgé. Voilà ce que ça donne dans la réalité. Vous voyez que la main de droite qui a bénéficié de ce traitement est moins fripée, moins atrophiée que la main de gauche. Je vois Nadine qui dit « ouais ». Enfin, de plus près, c'est plus net, Nadine. Tu pourras revenir voir après, je te montrerai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a été appliqué également aux glucocorticoïdes. Et pour toute une série de raisons, et je ne vais pas entrer dans les détails de ces voies métaboliques, la rapamycine module également la fonction du récepteur glucocorticoïde au niveau de la peau sans interférer avec les effets anti-inflammatoires, ce qui est assez intéressant. Alors, complications gastro-entérologiques, juste 2 points. Je souhaitais mettre en avant la problématique de l'ulcère. Il n'y a pas d'indication de donner des IPP quand on met quelqu'un sous glucocorticoïdes s'il n'y a pas d'antécédent. Les problèmes d'ulcération gastro-duodénale, en particulier hémorragique, ne vont survenir que chez les patients qui ont des antécédents d'ulcère. Et donc, dans ces cas-là, bien entendu, il faut faire de la prévention. La stéatose hépatique peut poser problème, en tout cas sûrement ne pas s'inquiéter si on voit monter les gamma-GT et les phosphatases alcalines dans un contexte de traitement glucocorticoïde. Vous savez qu'il y a actuellement des molécules intéressantes par rapport à ce type de complications. Les perturbations biologiques. Alors, il y a toute une série de choses qu'on va repasser rapidement. Bon, la démarginalisation des polynucléaires, c'est classique. Donc, sous l'effet des glucocorticoïdes, ne pas s'effrayer si on voit 14 000 globules blancs à majorité de neutraux, vous serez rassuré que la CRP est normale et donc il n'y a pas d'infection. Les lymphocytes, l'effet classique, c'est la diminution, c'est l'effet lymphopéniant. Et puis je vous montrerai avec 2-3 dias que de façon provocatrice mais bien réelle, je vous montrerai que c'est le contraire et que ça peut aussi donner des hyperlymphocytoses. L'albumine ne bouge pas, les gamma-globulines peuvent s'effondrer dans des traitements au long cours, contribuant d'ailleurs au risque infectieux. Au niveau ionogramme, c'est le potassium, j'en ai parlé. L'atteinte musculaire ne s'accompagne pas d'augmentation des CK. Par contre, il est régulièrement habituel de voir une petite augmentation des LDH qui est, disons, innocente et ne doit pas faire en soi générer des hypothèses quant à l'origine. Enfin, il y a un effet non spécifique sur la CRP. Et donc, si on se trompe et qu'on commence à traiter une endocardite avec la cortisone, ce qui n'est pas une excellente idée a priori, on pourrait être rassuré de son utilité en voyant doucement baisser la CRP. Donc, méfiez-vous, il y a un effet non spécifique qui est assez général. Alors, voilà une histoire qui était la première histoire qui remonte assez longtemps. C'était une infirmière de l'hôpital qui avait son service qui débutait soit le matin, soit l'après-midi, c'est important. Parce qu'à la consultation, elle avait un taux de lymphocytes, soit à 2000, soit à 8000, alors que le traitement n'était pas changé. Et donc, je la traitais pour une affection inflammatoire corticosensible à l'époque. Et donc, ceci était vraiment extrêmement interpellant. Et donc, en ressortant tous ces résultats sur un paquet d'années, j'ai eu l'attention attirée que toutes les valeurs hautes, c'était le matin, et toutes les valeurs basses, c'était l'après-midi. En fait, en fonction de son service, elle faisait sa prise de sang le matin avant la prise de corticoïdes, quand elle commençait le matin, ou elle faisait sa prise de sang l'après-midi, quand elle arrivait l'après-midi, mais elle avait déjà pris son médrol le matin. Et donc, vous voyez que certaines des valeurs atteignent 7 000 8 000, de quoi éventuellement inquiéter, d'autant plus que certaines de ces maladies, comme vous le savez, peuvent éventuellement tourner en lymphome, et puis on est parti, des PET scans et des machins, etc. Et donc, il ne faut juste rien faire du tout, c'est un effet normal. Et donc, nous avons rapporté ça. Donc, Nadine, tu parlais des TFE. Bien, c'était un TFE d'une de mes étudiantes à l'époque pour insister sur la lymphocytose médiée par la méthylprénisolone. Vous voyez que quel que soit le type d'affection, le phénomène se retrouvait. La barre à 5000 pour désigner l'hyperlymphocytose, et vous voyez qu'un certain nombre
de patients avaient une lymphocytose extrêmement marquée. On a poursuivi le travail, c'est actuellement non publié, mais de façon prospective cette fois-ci, ce qui nous a permis de voir à quel moment se déclenchait le phénomène. En fait, ça se déclenche tout de suite. Ici, vous avez des valeurs à 48 heures du début du traitement, mais même parfois à 24 heures, au point que des patients qui n'auraient pas cette hyperlymphocytose matinale, on peut suspecter un problème de compliance ou éventuellement d'interaction médicamenteuse qui couperait la quantité attendue de méthylprénisolone. Alors voilà une dia que j'ai rajoutée, qui ne se retrouve pas d'ailleurs dans le texte et que je trouvais quand même utile à rappeler. Ce sont les interactions médicamenteuses avec la méthylprénisolone qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment connues, et en particulier les anticoagulants de type antivitamine K. On administre de la méthyle ou bien un autre glucocorticoïde à quelqu'un qui est sous anticoagulant, vous voyez son INR grimper, parfois de façon très significative. Donc, message, si un patient est sous anticoagulant avec antivitamine K et qu'on met sous méthylprénisolone, surveillez de près l'INR. Dans l'autre sens, des patients qui sont sous cyclosporine, ça va avoir un effet d'augmentation de l'effet de la méthylprénisolone. Donc, on risque de recruter des effets secondaires plus importants pour une dose qui pourrait paraître assez neutre de méthylprénisolone sous cyclosporine. Et à contrario, et nous avons observé ça de façon régulière, des patients qui étaient par exemple sous trithérapie antituberculeuse comprenant de la rifampicine et qui avaient besoin par ailleurs de méthylprénisolone, il y a un effet de catabolisme de la méthylprénisolone extrêmement important. On donne 32 mg, c'est zéro. Et donc, il n'y a actuellement pas de guidelines pour adapter cette dose dans des situations telles que celle-là. Donc, je vous engage à être prudent. Vous voyez que le tegretol peut également donner ce type d'effet. Il faut être attentif à ce type d'interaction potentielle. Insuffisance surrénalienne secondaire. Alors, au traitement au long cours, glucocorticoïdes, les surrénales dorment, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien est inhibé. Et au bout d'un certain temps, il pourrait ne pas se réveiller. Et donc, il convient d'identifier quels sont les patients qui sont dans une situation potentielle d'insuffisance surrénalienne secondaire. Prenons quelqu'un, une PPR par exemple, et je vous montrerai quelques exemples, qui est sous encore 4 ou 5 mg de méthylprénisolone. S'il est en insuffisance surrénalienne inconnue, il fait une grosse infection, il y a une intervention chirurgicale, il pourrait être à risque de développer une insuffisance surrénalienne aiguë avec une morbimortalité que vous savez importante. Et donc, si on se contente du cortisol de base, comme première étape, il faut faire le prélèvement alors que le patient n'a plus pris depuis 48 heures son traitement. Ça veut dire que la veille de la prise de sang et le matin de la prise de sang, pas de 4, 5, 6 mg de méthylprénisolone. On fait la prise de sang à jeun et on peut se trouver dans une situation où la concentration de cortisol est en dessous de 5 microgrammes par décilitre. Vous voyez qu'en fonction des labos, c'est soit ces unités-là qu'on utilisait avant, soit des nanomoles par litre. Je vous ai repris régulièrement les deux parce que beaucoup de labos le mettent dans ces unités-là. Moins de 5, vous voyez qu'on a une spécificité de quasi 100%, et donc on peut s'arrêter là. Il y a une insuffisance surrénalienne. Lorsqu'on est dans une situation, au contraire, où on est à plus que 15 microgrammes par décilitre, on est quasi dans une situation où on peut écarter l'insuffisance surrénalienne. C'est plus confortable à 18. Mais donc ça veut dire qu'entre 5 et 15-18 microgrammes par décilitre, on ne peut pas décider sur base du cortisol de base, et donc il faut faire un test. Alors, comme test, vous avez différents types de tests qui peuvent explorer cela. Le test le meilleur, c'est l'hypoglycémie induite par l'insuline. C'est compliqué, on le réserve à d'autres situations. Et donc, ce qui est reconnu, c'est des tests au synactène. Et le test au synactène, soit à 1 microgramme, soit le plus classique à 250 microgrammes. Vous pouvez programmer cela dans un labo. Il ne faut pas être hospitalisé. Ça dure 1 heure de temps. Et ça se passe de la façon suivante. De nouveau, comme dans l'autre cas, pas de médrol le matin ni la veille.
on arrive à 8 heures, on fait un cortisol de base, on injecte les 250 microgrammes soit en IV, soit en IM, et on fait une prise de sang à 30 et à 60 minutes. Et si on n'atteint pas le seuil de 18 microgrammes par décilitre, soit 500 nanomoles par litre, on peut dire qu'il y a une insuffisance surrénalienne. Donc la spécificité est assez bonne. Par contre, au-delà de 500, on peut encore avoir des insuffisances surrénaliennes malgré tout qui restent présentes. Mais gardons ce seuil de 500. En dessous de 500, insuffisance surrénalienne. Et donc voilà ici une méta-analyse qui reprend 74 articles, près de 4000 patients. Vous voyez qu'il y a 30% d'insuffisance surrénalienne qui sont diagnostiqués sur cette base-là, avec un cortisol après test de stimulation en dessous de 500 nanomoles. Vous voyez qu'il s'agit des administrations pas uniquement orales, mais il s'agit des administrations de différentes manières. Durée de traitement en dessous d'1 mois, 1 mois, 1 an ou plus d'1 an. Et on va définir également la probabilité du risque en fonction de la dose. Alors, en fait, vous voyez que lorsqu'il y a une administration orale, le risque absolu de près de 50 fois, donc le risque absolu d'insuffisance surrénalienne avec une médication orale est effectivement le plus important, mais vous voyez que des patients qui recevraient, je crois que mon ami Solfo est dans la salle, qui recevraient régulièrement par l'un ou l'autre rhumatologue, souvent ils changent, alors on ne sait même pas ce que le précédent a fait, des glucocorticoïdes qui sont à longue durée d'action au niveau articulaire, vous voyez qu'il y a un risque de 52. Donc, ne pas négliger ce risque d'insuffisance surrénalienne lorsqu'il y a de l'administration de cortisone autre que orale. Alors, vous voyez que les durées du traitement sont également importantes et c'est comme on peut s'y attendre, les traitements de longue durée qui sont associés à cette insuffisance et bien entendu des doses élevées. Alors ce qui est intéressant, j'ai repris ici deux graphiques adaptés de ce papier. Si on prend des patients qui ont un traitement de courte durée mais avec une dose importante, mais vous voyez qu'il y a un risque absolu de 40% d'insuffisance surrénalienne. Si on refait le test une fois que le traitement a été interrompu, vous voyez qu'on refait un test 4 semaines plus tard, ce risque a diminué. Donc, dans la majorité des cas, ce risque peut s'atténuer à un moment où on suspend le traitement. Même chose, longue durée d'action et une dose moyenne, vous voyez un risque de plus de 50%. Et si on refait le test 6 mois plus tard, alors que le traitement s'est éteint, eh bien, il y a une récupération, le risque est moindre, je reviendrai là-dessus. Voilà ici deux exemples que je vais vous donner, qui sont des exemples, je dirais, de la vie de tous les jours. Donc les PPR et les Orton, voilà un exemple typique de traitement de longue durée. Ici, on a 47 patients atteints de polymyalgia rheumatica pour la grande majorité d'entre eux. Ils sont traités au moins depuis plus de 5 mois. Ils ont une dose actuellement entre 2,5 et 10 mg de prénisone et on leur fait un test au synactène dans les conditions que je vous avais décrites avec une décision d'insuffisance surrénale en dessous de 420 nanomoles à 30 minutes. Il me semble que je vous avais dit 500. Eh bien, en fait, petite complexité, mais je n'ai pas encombré l'exposé de DIA là-dessus, il y a des nouveaux tests pour le cortisol. Et donc, en fonction des labos, on se rend compte qu'avec ces nouveaux tests, il faut un peu diminuer le niveau, et c'est valable également pour le cortisol de base de 15-20%. Donc il faut être attentif et il faudra revoir cela. Malheureusement, les labos ne disent pas toujours quel est le test qu'ils ont utilisé, donc il faut rester prudent. Bon, vous me direz que c'est marginal comme différence, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. 15% d'insuffisance surrénalienne, c'est quand même pas négligeable, avec un risque d'insuffisance, on pouvait s'y attendre, qui est directement lié à la dose cumulée. Ce qui est quand même réconfortant, c'est qu'on récupère dans 71% des cas, mais ça veut dire aussi que dans 30% des cas, on ne récupère pas. Donc ça veut dire quand même qu'il va y avoir un certain nombre de patients qui ne vont pas récupérer de leur insuffisance surrénalienne. Une autre étude chez les transplantés, 30 patients transplantés depuis près d'1 an, ils sont sous petite dose de prénisolone depuis plus de 6 mois.
on leur fait le même test, d'ailleurs c'est la même équipe, et il y a un groupe témoin de 30 patients dialysés qui ne prennent pas de glucocorticoïdes. Alors, la figure dans cet article était vraiment pourrie. Hein. Donc j'ai repris pour vous chaque petit point pour en refaire quelque chose quand même qui était un peu plus lisible. Et donc vous voyez qu'en fonction de la dose, comme vous pouvez s'y attendre, vous avez plus d'insuffisance surrénalienne. Vous voyez que le seuil est à 420 et la cortisolémie après test se retrouve pour un bon nombre de patients en dessous du seuil de 420. Quasi tous les patients, en ce qui concerne les plus de 7 mg et demi, se retrouvaient en dessous de la barre. Alors, le seul groupe témoin qui se trouvait en dessous de la barre était un patient qui recevait la cortisone en topique pour un problème cutané, et donc il aurait peut-être dû sortir du groupe témoin stricto sensu. Alors, vous voyez que les greffés se retrouvent ainsi pour 40% d'entre eux avec une insuffisance surrénalienne par rapport au groupe témoin, donc ce n'est pas négligeable. Donc, les recommandations qu'ils font à l'issue de leur étude, attention, évaluer systématiquement la fonction surrénalienne chez les patients transplantés, mais on peut généraliser cela à tout patient que vous avez avec une corticothérapie chronique. Songez à cela, il faut les tester. Je me rends compte moi-même maintenant, chez un certain nombre de patients, que je dois le faire, que ça n'a pas été fait, éventuellement qu'il faut le répéter. Il faut les attirer leur attention sur le risque d'insuffisance surrénalienne aiguë et probablement utile de leur mettre un petit carton qui signifie qu'ils ont ce type-là de problème au cas où ils seraient hospitalisés pour une affection aiguë dans un autre hôpital. Et il faut encourager une sensibilisation accrue de cette situation et c'est ce que je suis en train de faire. Alors, ce test-là peut également prédire si on va récupérer lorsqu'on a une insuffisance surrénalienne. Ce papier est vraiment intéressant. Donc ici, on reprend des patients qui, lors du premier test, sont en dessous de 500. Donc ils ont une insuffisance surrénalienne. Et on regarde jusqu'où ils sont arrivés dans leur test. S'ils sont en dessous de 350 nanomoles versus au-dessus, mais s'ils sont en dessous de 350 nanomoles, vous voyez que la moitié d'entre eux ne vont pas récupérer. S'ils sont au-dessus, eh bien, au fil des ans, ils vont récupérer. Donc, ceci signifie aussi que ça vaut la peine, une fois qu'on leur a donné un traitement substitutif, de refaire un test après 1 an, après 2 ans, jusqu'il y a récupération. Si maintenant, le premier test insuffisance surrénalienne, le deuxième en dessous de 350, on leur fait un cortisol matinal après 1 an, selon les modalités que je vous avais décrites. Si ce cortisol matinal reste faible, en dessous de 200 nanomoles, là, c'est définitivement foutu. Il ne faudra plus refaire quoi que ce soit après. Ils ont une insuffisance surrénalienne définitive. Par contre, s'ils ont un cortisol matinal l'année suivante, donc au-dessus, eh bien là, vous voyez qu'au fil des ans, c'est un groupe qu'on va pouvoir rattraper qui ne vont pas avoir d'insuffisance surrénalienne définitive. Comment la substituer ? La dose classique qu'on a tous appris sur les bancs d'école, c'était 30 mg, 20 mg d'hydrocortisone le matin, 10 mg en fin d'après-midi, tout va bien. En fait, on se rend compte qu'à ces doses-là, il y a de l'ostéoporose, il y a une diminution de qualité de vie, il y a de la prise de poids, il y a des troubles métaboliques avec une augmentation de l'hémoglobine glyquée et de l'hyperlipidémie. Manifestement, on met un nombre important de ces patients dans une situation dans avec cette dose-là. Cette dose-là est donc trop importante. Et donc, ça a été revu dans cette étude, on a repris des patients avec une insuffisance surrénalienne secondaire à un problème hypophysaire et on a comparé plusieurs modalités de substitution, soit le classique 20-10, comme je viens de vous le dire, soit 10-10, soit 10-5. Les doses sont administrées à 8 et à 16 heures et je crois qu'il faudrait insister également sur la deuxième dose qui parfois n'est pas administrée au bon moment. Vous voyez que dans la situation classique, et là vous voyez un groupe contrôle d'évolution du cortisol, donc ça c'est des gens normaux, et vous voyez comme étant 20 le matin et 10 à 16 heures, on est régulièrement au-dessus de la situation contrôle. Donc ceci confirme que cette dose est excessive. Je ne vais pas vous montrer
toutes les autres modalités, mais vous voyez qu'avec 10-10, on est déjà un peu plus près, mais on dépasse quand même, et 10-5 est probablement meilleur. Ce qui n'est jamais couvert dans ce type de situation, c'est ce qui se passe en fin de nuit, où on est toujours un petit peu en dessous de la réalité. C'est pour ça que certains préconisent 3 doses pour être plus près d'un rythme nictéméral normal. Alors il y a mieux, et on peut se dire aussi pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce qui existe pour d'autres médicaments, un médicament qui va délivrer, qui va reproduire finalement le rythme nictéméral. Eh bien ça existe. Mais ce n'est pas très porteur, hein, financièrement, pour les firmes pharmaceutiques, ce n'est pas extrêmement intéressant, mais ça marche pas mal. Et donc, en fait, dans des groupes contrôlés, on remarque qu'avec ce type de traitement, la qualité de vie est augmentée, on réduit les infections récurrentes, on diminue le poids, on réduit les troubles métaboliques glucidiques, et on a par ailleurs, c'était le sens de cet article, un effet favorable sur certains paramètres de l'immunité innée. C'est cher, ce n'est pas disponible, merci. Et donc, qu'est-ce que je pourrais, pour conclure, donner comme les 10 commandements des glucocorticoïdes 2021 ? Tout d'abord, les doses faibles sont associées à des effets secondaires cutanés, ophtalmologiques et biologiques. Donc, les doses faibles, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas de l'homéopathie. Les doses recommandées sont exprimées en milligrammes de prénisone par kilo. Si vous voulez adapter ça à votre patient en donnant de la méthylprénisolone, il faut multiplier par 0,8 et donc vous leur épargnez 20% de corticoïdes inutiles avec des effets secondaires complémentaires. Différents types d'effets secondaires, comme je vous l'ai montré, soit linéaires, soit avec seuil. Sous méthylprénisolone, on note systématiquement une lymphocytose matinale parfois extrêmement importante. L'absence de lymphocytose doit faire évoquer une non-compliance et surtout, la présence de cette lymphocytose ne doit pas induire une série d'examens inutiles. L'insuffisance surrénalienne secondaire à un traitement corticoïde est fréquente et sous-estimée avec le risque de crise aiguë en cas de stress si on y prend garde. Une évaluation de cette insuffisance surrénalienne doit être systématique lorsqu'on est présent d'un traitement prolongé et que les doses approchent la dose de délivrance normale des surrénales, donc entre 4 et 6 mg. Si lors d'un test, le cortisol matinal est en dessous de 5 microgrammes par décilitre pris dans les conditions que je vous ai décrites, c'est une insuffisance surrénalienne secondaire. Si on est au-dessus de 18 microgrammes, on est à l'aise, et entre les deux, un test au synactène est nécessaire pour l'identifier avec un cut-off à 500 nanomoles par litre et avec la réserve qui a des tests nouveaux qui pourraient avoir comme conséquence que le cut-off est un petit peu diminué. Enfin, un diagnostic d'insuffisance surrénalienne secondaire justifie un traitement substitutif à base d'hydrocortisone. Dans certains cas, la majorité des cas, il sera transitoire. Dans un certain nombre de situations, il sera définitif et la dose substitutive doit être revue à la baisse, ne plus donner le 20-10 de départ, mais donner plutôt 20 mg en dose totale, voire 15 mg. Je vous remercie. Bon, je pense que j'ai laissé le temps. On a commencé, je crois, avec 5 minutes de retard. Il reste 10 minutes pour les questions, Pierre-Joël. Merci beaucoup, mon cher Élie, pour cet exposé très clair, tout à fait passionnant et totalement en prise avec notre pratique, évidemment, car nous avons tous des patients sous corticoïdes. Alors, nos collègues se posent des questions sur les effets des corticoïdes inhalés, que ce soit par voie bronchique, bronchopulmonaire ou même nasale, donc d'hexarinospray ou les médicaments pour l'asthme. Ils se demandent à quel point ça peut provoquer des effets systémiques et comment calculer éventuellement les doses, à partir de combien de corticoïdes inhalés. Alors, donc ici, bon, je reprends cette dia où je n'avais pas insisté sur les aspects que tu soulignes, mais donc tu vois que inhalation topique ou nasale, les 3 formes que tu nous proposes ici,
sont associés même à des risques d'insuffisance surrénalienne secondaire, mais mineurs, puisqu'on voit qu'on a des facteurs de risque qui sont de l'ordre de 5%. Ce que je recommanderais par rapport à ça, en tout cas sur le topique, il faut quand même vraiment fort se méfier, notamment par rapport à l'atrophie cutanée et par rapport au fait que c'est quand même résorbé. Et donc, juste une histoire courte qui remonte à quelques années. J'ai un patient qui vient, 75 ans, il a des maux de tête avec un tableau typique de Horton, et son médecin traitant a fait une série d'examens. On connaissait moins le Horton à l'époque, et comme il avait mal à ses deux tempes et qu'il n'avait rien trouvé, attends, il avait quand même 70 de sédimentation et 40 de CRP. Il dit, écoutez, mettez un petit peu de crème à la cortisone sur vos tempes. Faites ça 2 fois par jour. En très peu de temps, il est parfait. Il n'a plus de maux de tête, plus de syndrome inflammatoire, tout va bien. Et donc, comme c'était un ancien pharmacien qui avait encore des petites balances chez lui, je lui ai dit, écoutez, pesez-moi un petit peu ce que vous avez là. Maintenant, les équivalents, c'est pas facile. Il ne prenait pas grand-chose. Enfin, comme tu sais, c'est des cortisones fluorées, donc on n'a pas vraiment l'équivalence de dose. Donc, c'est pour dire que l'effet systémique, même de petites doses au niveau, prises régulièrement, ça a des effets. Alors, l'autre point, l'autre remarque, pour les corticoïdes inhalés, je pense qu'on n'est pas suffisamment attentif, qu'ils le sont plus aux États-Unis, à grader quand même la quantité que l'on donne en inhalé par rapport à la situation bronchique. Et donc, toujours commencer avec la plus faible dose, et avant de mettre du Symbicort 320 2 fois par jour, eh bien, il faut vraiment qu'on soit dans une situation qui le justifie, parce qu'à ces doses-là, on a des problèmes, et d'ailleurs les pédiatres connaissent cela aussi, avec des ruptures de courbe de croissance chez l'enfant. Est-ce qu'en dehors de l'apparition éventuellement de signes cushingoïdes, il faudrait de temps en temps faire un dépistage? Alors ça vaudrait la peine de refaire, bon je n'ai pas repris ici, mais bon, à la révision de tout cela, je pense que chez des patients qui sont traités avec des doses fortes de corticoïdes inhalés, ça vaut la peine de refaire du dépistage d'insuffisance surrénalienne selon la procédure que je vous ai décrite. Alors, il y a encore une question sur la dexaméthasone. On en a parlé évidemment depuis la pandémie. Est-ce qu'il faut craindre des effets délétères? C'est très probable. Et après combien de temps de traitement? Alors, bon, le problème de la Dexa, bon, il y a des avantages parce que ça a une longue durée d'action, mais il n'y a pas de miracle. Hein. Plus c'est efficace, plus ça a des effets secondaires. Et c'est la même chose d'ailleurs avec la méthylprédnisone. Si on la donne 2 fois par jour, on sera plus efficace, mais on va avoir des effets secondaires. Et on va recruter d'autres effets secondaires qui sont notamment des insomnies, etc. Donc, dexaméthasone, en pratique de tous les jours, elle ne me paraît pas, je dirais, recommandable en dehors de situations très particulières, et notamment la phase inflammatoire de la COVID, où on a les 6 mg de Dexa, bon, qui correspond à un peu plus que 32 mg de Medrol. Donc c'est une bonne dose, mais enfin c'est administré seulement pendant 10 jours. Là où vous pouvez éventuellement avoir des problèmes, et c'est quand même moins fréquent, c'est des patients qui auraient, je sais pas moi, des tumeurs cérébrales inopérables, qui pour lutter contre l'œdème cérébral seraient sous Dexa. Et donc là, on va avoir des effets secondaires, notamment des risques de diabète beaucoup plus importants. Puisque tu me reparles à Dexa, on a vu la durée de vie, ça va jusqu'à 36 heures ou plus. Et les protocoles de Dexa dans l'œdème cérébral, c'est de la Dexa 4 fois par jour. Mais c'est quoi ça? Et ça continue. Donc il y a plein de choses que l'on fait et qui restent des habitudes ancestrales et qui n'ont pas de vérité scientifique. Donc la Dexa, c'est 1 fois par jour, c'est déjà bien suffisant. Alors, il y a des questions sur le problème du traitement dégressif et justement comment, à un moment donné, sortir de ça. Est-ce qu'on peut arrêter net dans certains cas? Alors, ça dépend. Ça dépend ce que l'on traite et la durée du traitement. Bon, si on prend un patient qui a une grosse sinusite, à qui on va donner 32 mg de Medrol pendant son traitement antibiotique, 2 semaines, on arrête, il n'y a rien qui se passe. Donc, on a vu d'ailleurs que le risque d'insuffisance surrénalienne, si on prend cet élément-là, c'est au bout d'1 mois de traitement. Donc, 2 semaines de traitement, on peut arrêter net. Mais ça dépend de ce qu'on traite. Si maintenant, on traite une PPR, un Horton ou des affections, on va dire, inflammatoires chroniques,
là, la recommandation est de diminuer vraiment milligramme par milligramme. Dans ce type-là de situation, quand on est à 10 milligrammes, moi je diminue, et ça fait partie des recommandations, ce n'est pas personnel, 9 mg, 8 mg, 7 mg, 6 mg, avec un contrôle mensuel des paramètres inflammatoires. Pour les doses paires, on peut se débrouiller avec les comprimés que l'on a, et les doses impaires, c'est de la magistrale. On voit quand même que certains rhumatologues prescrivent des doses beaucoup plus faibles dans le cas d'un Orton et essayent d'arrêter beaucoup plus vite que par le passé. Qu'est-ce que tu penses de... Alors, dans l'Orton, je me méfierais quand même, mais dans la PPR, il y a des papiers qui montent. Je pense notamment à un papier de la KUL avec Blockmans. Il l'avait écrit pour autre chose, mais néanmoins, ça ressortait de son document. Il s'est rendu compte que 50% des patients étaient guéris au bout de 6 mois. Et donc, ça veut quand même dire qu'on n'est pas nécessairement dans une situation où, obligatoirement, on doit viser 1 an, voire plus. Et donc, on peut très bien, en avertissant le patient qu'on a une chance sur 2, à lui de voir ce qu'il veut, et à ce moment-là, on peut diminuer plus rapidement en 6 mois. Et alors, ce n'est pas milligramme par milligramme, c'est par palier de 2 milligrammes pour arriver aux 6 mois. Si on voit que ça accroche, on essaie 1 fois, 2 fois, et puis on dit, écoutez, bon, là, on repart dans le schéma classique basé sur 1 an, disons. Et oui, c'est toujours une question sur les puffs. À partir de combien de puffs a-t-on cet effet sur la lymphocytose? Ah, puff et lymphocytose, ça c'est une bonne question. Non, c'est rien. Oui, non. Ah oui, non, c'est intéressant. Oui, ok. Toutes les questions n'ont pas de réponse. Non, mais c'est vrai. Non, ouais. mais écoute, non, c'est bien. Ça. Non, parce que bon, en fait, ouais, pourquoi pas. Hein, je pourrais moi-même pour tester ça. Il y a des questions sur la ripamycine. Comment la prescrit-on ? Non, attendez. Alors, ici, on a mis... Le titre, c'était 2021. En fait, pour ce chapitre-là, j'aurais dû mettre 2024. Donc, il faudra revenir la prochaine fois. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore... Bon, c'est pas encore dans la pratique courante. On ne la prescrit pas, non. C'était surtout ça, voir s'il y avait des prescriptions magistrales, s'il y avait un produit connu, le prix, si c'était remboursé. Alors, pour ça, pas. Bon, maintenant... Alors là, bon, on va toucher à un sujet un petit peu touchy. Donc, quand on est sous corticoïdes, je n'ai pas abordé cet aspect-là, la DHEA est totalement inhibée. Donc, comme dans l'insuffisance surrénalienne, DHEA 0, avec, à ce moment-là, des manifestations associées à la DHEA. Et il y a eu quelques papiers, et de temps en temps, je le fais, la DHEA a un effet extrêmement positif au niveau de la peau. Il y a très curieusement, pas de papier prospectif, et donc ça c'est une étude que j'avais vraiment voulu faire, c'est assez facile à faire maintenant, de dire un groupe corticoïde placebo, un groupe de corticoïdes DHEA. Personnellement, je suis quasi sûr qu'on va voir quelque chose, à la fois sur la peau, mais également sur les autres manifestations, sur l'ostéoporose, etc. Et si je dis je suis quasi sûr, c'est que les études qui ont comparé DHEA versus placebo dans l'insuffisance surrénalienne compensée, montrait qu'on gagnait toute une série d'effets par rapport à la fatigue résiduelle, la dépression, l'ostéoporose, etc. Et là, on est vraiment dans une situation équivalente, quoi. Il n'y a plus de DHEA, et cette DHEA, d'ailleurs, va rester inhibée très longtemps. Donc la récupération, toutes ces études de récupération, d'ailleurs, n'ont regardé que la récupération du cortisol. Ce que je trouve personnellement intéressant, ce serait de voir comment les autres voies récupèrent essentiellement la voie de la DHEA, qui est une voie quand même très fragile. Il y a dans le métabolisme surrénalien une enzyme qui est la 17-liase, qui est la voie qui va vers la DHEA, et qui est une voie qui est assez facilement sacrifiée. On pourrait se dire, d'un point de vue finaliste, que cette voie est assez secondaire. Et ce qu'on a vraiment besoin, c'est surtout activer le reste. En cas de stress, on a plus besoin de cortisol que de testo ou de DHEA. Hein. Ça, c'est après. Et on parle ici d'un dosage de quel ordre et avec quelle contre-indication pour la DHEA? Alors, je vais dire, bon, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites avec 50 mg. 50 mg, c'est beaucoup par rapport aux effets secondaires androgéniques. Et donc, moi, je suis plutôt partisan de l'ordre de 25-30 mg. Chez l'homme, ça ne sert pas à grand-chose, puisque lui, il a de la testo en secours. Donc, c'est essentiellement chez la femme. Et là, comme la DHEA va se transformer en œstrogène et en testo, vu l'effet œstrogénique,
il faut quand même prendre garde à ce qu'il y ait une mammo, frottis, machin, etc., et qu'on est à l'aise de ce point de vue-là. Sinon, à part ça, c'est très bien. Dernière question pratique, le test au synactène. Enfin, nous, en ambulatoire, on a peut-être difficile à pouvoir avoir les tests en temps et en heure. Si on fait arrêter justement la veille le produit au patient, le lendemain, au matin, comment on s'y prend pour avoir ça in eleo tempore? Alors, bon, d'abord, c'est pas l'urgence vitale. On peut le programmer à l'aise. On explique au patient. Il doit prendre rendez-vous au labo. Il y a 1 heure de temps pour le réaliser. Certains labos demandent qu'on prescrive le synactène et que le patient arrive avec son ampoule. Bon, ça, c'est dans toute pharmacie. Hein, prescrivez synactène 250 microgrammes. Et voilà. Et généralement, les labos le savent. Et sinon, on remet sur le document cortisol de base, 30 minutes, 60 minutes. L'injection, elle est faite au labo? Ah oui, l'injection est faite au labo. Donc, nous, tous ces tests, l'injection est faite au labo. Alors, en fonction des labos, soit ils font à l'hôpital de jour, soit ils font dans un petit local, etc. Mais l'injection se fait chez eux. Oui, tout à fait. OK. Très bien. Merci beaucoup, Élie. Merci. Ce brillant exposé.